Bonjour et bienvenue sur Reportage TV pour cette nouvelle vidéo, la chaîne du savoir et de la découverte. Aujourd'hui nous sommes à Montfermeil en Seine-Saint-Denis, environ à 20 km à l'est de Paris. Et l'on va découvrir ensemble le dernier moulin du département, le moulin à vent de Montfermeil, aujourd'hui sous le nom de moulin de Saint-Pin. Édifié sur un terrain désertique de 10 arpents balayé par les vents à l'extrémité est du plateau, ce moulin vient remplacer l'ancien moulin des Bruyères, devenu aujourd'hui par vétusté difficilement exploitable. Il est construit en 1740 et commence son activité en 1742. Et durant une centaine d'années, il se fera connaître sous de nombreux noms. Moulin de Tours, Moulin aux Cailloux, Moulin Manchot ou encore Moulin du Château. Au moins 8 noms lui ont été attribués. Durant la Révolution française, il est saisi comme bien national et commencera à se dégrader peu à peu. En 1818, il fut concurrencé par un nouveau moulin, carré à cage de bois. Vers 1850, il moud pour la dernière fois. La petite meunerie venait d'entrer dans la lente période de décadence. C'est en 1896 qu'il entamera une seconde vie. La vieille tour délabrée fut recrépie, couverte et affublée d'ailes métalliques fixes, d'un toit immobile largement débordant et d'une galerie circulaire. Mais malheureusement, les avatars des lotissements et la Grande Guerre finiront par mettre un terme à son aventure et de nouveau recommencera pour lui une lente agonie. Le moulin a failli tomber dans le fond. Le dernier moulin meurt sur la colline, le fond crevé, écrivait Armand Larnoux en 1968, un célèbre écrivain français né en 1913 et décédé en 1983. En 1976, l'association de sauvegarde du moulin de Montfermeil est créée. De 1978 à 1982, la tentative de restauration est infructueuse. Grâce à l'entêtement de l'association et aux aides financières de la municipalité ainsi que du Conseil général, il fut reconstruit avec ses pierres d'origine à 140 mètres de son emplacement d'origine pour être reconstruit sur un terrain sain. Après 2 années de travaux, il est inauguré le 9 octobre 1988 par M. Pierre Bernard, alors maire de Montfermeil. Le moulin est alors baptisé Moulin de Saint-Pin. La maison du meunier ne tombe pas dans les oubliettes, elle est reconstruite également et inaugurée le 8 mai 2002. Aujourd'hui, elle sert de lieu d'exposition. Un ensemble touristique et ludique est enfin inauguré alentour et baptisé le parc Jean-Pierre de Joussaume. Le moulin de Montfermeil appartient à la commune et est géré par une association constituée entièrement de bénévoles. Aujourd'hui, le ciel n'est pas très dégagé, mais nous avons la chance d'avoir un petit vent qui nous permet d'observer le moulin tourner par moment, à savoir que le moulin ici tourne à partir d'un vent de 10 à 12 km/h. On attrape la poutre de façon à déplacer la toiture pour amener les ailes dans la direction du vent. Donc c'est la première chose à faire par meunier, voir d'où vient le vent et déplacer son toit. Il y a quand même entre 15 et 17 tonnes à faire bouger. Mais on est au moulin de Montfermeil, ça me rappelle une chanson. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. La ferme! Non, la ferme c'est pour plus tard. Là nous sommes au moulin de Montfermeil. Bon, stop les gugus, cette chanson a été inspirée de faits réels tristes et importants. Lors de beaux jours d'été, les meuniers apprévisionnaient la trémie, puis se reposaient sans doute près du moulin, le laissant fonctionner. Mais si par malheur ils oubliaient de remettre du blé toutes les heures dans la trémie, les meules contenant du silex se frottaient entre elles, pierre contre pierre cela donne des étincelles, et la poussière de blé s'embrasait instantanément. C'est ainsi que tristement ont disparu en fumée de nombreux moulins. Il est sur le point culminant de la ville de Montfermeil, il surplombe toute la vallée de la Marne et on a, je dirais, une très belle leçon de géographie à partir de ce belvédère. D'ailleurs, le nom de Montfermeil, Montem Firmiculum en latin, c'est le mont fermoir, c'est le mont qui surveille. Voilà, et donc ce moulin, il a son utilité par rapport à ce qu'il permettait de produire en termes de farine autrefois, mais avant cela, c'était un lieu de guet, de surveillance de la vallée de la Marne. Donc on peut le resituer dans son contexte historique. Pour entrer dans le moulin, il existe 2 portes, tout simplement parce que les ailes sont placées différemment suivant l'orientation du vent. Ainsi, les ailes peuvent se trouver devant une porte, et dans ce cas, une autre porte située en face de la première permet d'avoir accès au moulin continuellement. C'est au 3e et dernier étage, sous le toit, que les axes sont fixés. Par un système d'engrenage et de poulies, tout fonctionne à la force du vent, quand il y en a. Normalement, ce frein, là, ce soir, on va le resserrer, on desserre le frein. On va sur la grande roue qu'on appelle l'enrouette. Alors, ça ne sert pas pendant le fonctionnement. Ça
c'est comme le frein à main d'une voiture. On s'en sert juste pour mettre le moulin en sécurité le soir. Ce soir, on va le resserrer une fois que le moulin sera arrêté, de façon à ce qu'il soit bloqué pour la nuit, qu'il ne bouge pas dans la nuit s'il y avait un grand coup de vent. Mais comme on va refermer les ailes aussi, là, ils sont à moitié ouverts, les ailes refermées, la meule reposée, normalement. Ici, le blé est écrasé, mais nous n'avons pas encore de la farine, cela donne ce qu'on appelle de la mouture. À savoir qu'aujourd'hui, elle ne tourne pas vite lorsqu'elle tourne à vitesse normale, le frottement des matériaux est tel qu'il nous empêche de nous entendre. Cette cloche avait une utilité bien particulière. Elle sonnait par un système de flotteur et permettait de rappeler aux meuniers de remettre du blé lorsque la cuve était vide. Car s'il n'y avait plus de blé, les meules frottaient entre elles et la poussière de blé s'embrasait instantanément. C'est ainsi que plusieurs moulins ont brûlé, notamment ceux à cage de bois. 100 kg de blé, on tire à peu près 60 à 70 kg de farine. Et le reste, c'est donc l'enveloppe, le son. Comment l'épaisseur de la farine qu'on veut obtenir en fonction du réglage de la meule. Ça, c'est un petit moulin, mais qui fonctionne sous le même principe que le gros. Donc, vous voyez qu'il y a deux pierres qu'on appelle des meules. Il y en a une qui est fixe, qu'on appelle la gisante ou la dormante, et une qui tourne, qu'on appelle la tournante. Dans celle qui tourne, il y a un trou au milieu. Donc, on verse le blé dans le trou, et quand on tourne, le blé est écrasé entre la meule qui tourne et la meule qui est fixe. On devrait le voir sortir ici. Voilà. Et ce qu'on obtient ici, ça n'est pas encore de la farine. Ça s'appelle de la mouture. La mouture, c'est du blé écrasé, mais tout est mélangé dedans, l'enveloppe du grain de blé et la farine. Le blé arrive par l'élévateur à godet, descend dans la trémie, arrive dans l'auget et le babillard, puis passe dans le trou de la meule tournante. Il est alors écrasé entre les deux meules et transformé en mouture. La mouture sort autour des meules, tombe sur le plancher et elle est poussée dans le trou par le racleur. Ceci est un ascenseur et permettait d'acheminer à la force du vent le blé en haut du moulin, comme l'explique très bien le meunier qui nous fait la visite du moulin. Dans les deux colonnes, là, il y a une courroie sans fin qui descend jusqu'au rez-de-chaussée, qui permettait, derrière les lames qui sont à l'accueil, il y a un coffre. Le meunier vidait le paysan vidait son sac de blé dedans. Si c'est accouplé avec les courroies, ça remontait le blé directement. D'accord, il n'y avait pas besoin de Alors mettre qu'au le sac. début, fallait tout se prendre sur l'épaule et remonter tout ça là. C'était des sacs de 100 kg, donc c'était sportif. Au dernier étage, par temps clair et ensoleillé, on peut apercevoir Euro Disney et ses attractions les plus hautes. Euro Disney qui se trouve à 2 à 3 km du moulin à vol d'oiseau. Le jour du tournage, le ciel était un peu trop voilé. À l'étage d'en dessous. Les meules situées à l'étage du dessus se règlent à l'aide d'une vis à l'étage en dessous. On règle sa hauteur, l'écartement entre les deux meules grâce à cette vis. D'accord. Et une fois qu'il avait déterminé le réglage qui lui convenait, par la petite trappe que j'ai soulevée tout à l'heure où il y avait de la mouture, au démarrage, il prélevait un échantillon de ça, et une fois qu'il trouvait que son réglage était bon, après il n'y touchait plus de la journée. Tout se passe sur le support de la meule tournante, située au milieu de la pièce. Oui, il est important de savoir que les deux meules ne tournent pas. Il y a celle du dessus, qui effectivement tourne, et qui est donc appelée meule tournante, et celle du dessous, qui elle ne tourne pas, et est appelée meule dormante ou meule gisante. À droite de la vis, sur le support de la meule tournante, on peut voir le grand axe sur lequel sont fixées les ailes et les meules. Le moulin fonctionne aussi avec un régulateur centrifuge situé à droite du support de la meule tournante. Le meunier vous l'explique. Plus il tourne vite, plus les boules s'écartent. Et quand les boules s'écartent, ce levier monte. Et ici, on retrouve la ficelle qui commande l'inclinaison du babillard qui règle le débit du grain dans les meules. Il faut desserrer le frein. Il faut déterrer la meule.
Et maintenant, il faut mettre les ailes face au vent. C'est notre girouette qui nous indique la direction du vent. Jean-Pierre, le meunier, a vu qu'il faut tourner la calotte pour mettre les ailes face au vent. L'ensemble tournant pèse environ 15 tonnes. Les ailes sont face au vent, le frein est desserré, la meule est déterrée. On ouvre les ailes, c'est parti. C'est un travail qui est long et pénible, mais il faut le faire. Tout ça, c'est ce qui règle la qualité de la farine. Et bien justement, notre farine, où en est-elle dans sa fabrication? La mouture obtenue descend par un système de gouttière au 2e étage et arrive dans ce tamis dont le nom savant est blutoir. Donc la mouture va descendre par ce conduit dans le tamis, où là on va séparer le produit. Un blutoir est un système mécanique qui permet, après broyage du grain par les meules, de séparer les différents composants de la mouture, essentiellement la farine, du son. Par passage dans le tamis au maillage plus ou moins serré, il permet d'obtenir différents degrés de finesse. Même s'il existe sous différentes formes, le blutoir ici est un cylindre qui tourne sur son axe longitudinal. Il est formé d'une armature entourée d'un tamis. À savoir que pendant un temps, le blutoir n'existait pas dans les moulins. C'est la mouture qui a été vendue aux consommateurs qui avaient chez eux un blutoir miniature qui permettait d'extraire la farine du même principe que le blutoir du moulin, apparu au XIXe siècle. Le bruit des blutoirs est provoqué par les marteaux coulissants de buis ou de chêne qui tapent à chaque rotation contre le cylindre en suivant les lattes de bois appelées rayons. Il empêche la mouture qui se trouve à l'intérieur du tambour de rester collée sur les soies. Les meuniers étaient sourds à 35-40 ans. Et en plus, ils avaient la maladie des mineurs, parce que ici, là-haut, il y a de la poussière, mais ici, c'est encore pire. Il y a un jour où ça tourne bien, il y a un nuage de poussière de farine en permanence ici. Donc ça lui rentre dans les voies respiratoires, et ils avaient la silicose. Même moi, des fois, enfin maintenant, en ce moment, il y a des masques, ça filtre beaucoup mieux, mais avant qu'il y ait ça, quand je passais un après-midi qui avait bien tourné, le soir, je le sentais, j'avais la gorge irritée par la poussière qu'on avait respirée. Elle est ici dans l'environnement quand ça tourne. Le son à l'époque et puis même maintenant, c'est utilisé pour les aliments, pour les animaux beaucoup. Et puis le pain au son que vous achetez au boulanger, c'est ça. Hein. Ils reprennent une partie de l'enveloppe du grain de blé qui a été séparé, qui remélange avec la farine. À force d'utilisation, les meules s'abîmaient. Il fallait alors les entretenir. Explication du meunier. Celles-ci, là, ils sont un peu plus petites que celles qui font 1,5 tonne environ, et là-haut, ils font 1,7 tonne. Donc on a 3,4 tonnes au-dessus de la tête, posées sur les poutres. Alors là, on l'a mis à l'envers pour que les gens voient comment c'est constitué. Il fallait faire le rhabillage des meules régulièrement. C'est-à-dire les démonter, les retourner en évitant de se les mettre sur le pied. Et avec les outils qui étaient utilisés par les gens qui travaillaient dans les carrières, recreuser les sillons. Parce qu'à force de tourner l'une contre l'autre, bon, ça s'use pas vite, mais tous les 1 an ou 2 ans, suivant comment il avait été utilisé, il fallait refaire un peu les sillons qui avaient tendance à s'user. Alors là, c'était sportif aussi. Il fallait tout démonter, retourner les meules. Alors, beaucoup de meules venaient de la Ferté-sous-Jouarre. Si vous connaissez la Ferté-sous-Jouarre, si un jour vous allez là-bas, il y a un musée de la meulerie. C'est ça en dessous. Comme ça, si elle était mal arrimée, il valait mieux qu'elle retombe là-dessus que s'il y avait les orteils en dessous, qui pouvaient dire un dieu aux orteils. Il avait de quoi se dépanner en cas de besoin. Hein. Donc il pouvait travailler, ne pas bloquer le moulin. En l'occurrence, là, il y a un élément de la lanterne qui commençait à casser. Et bon, il n'y avait pas de service après-vente à l'époque. Donc il se débrouillait lui-même, il avait les outils en conséquence. Hein. Il y avait des petits maillets. Et des petites limes à bois pour pouvoir retravailler, pour remplacer les éléments qui risquaient d'avoir des chocs, surtout s'il y a des rafales de vent en temps d'orage. Et à ce moment-là, pendant l'orage, on referme la voilure de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de chocs.
Descendons au premier étage où on va retrouver notre farine artisanale. Il n'y avait plus qu'à récupérer ces sacs de farine, en donner une partie aux seigneurs du village. Nous prennent toujours du blé, mais c'est pas le même. Et donc le reste à vendre aux boulangers, et puis un peu aux paysans qui avaient amené le blé. On n'a pas le droit d'exploiter. Il n'y a pas les normes sanitaires qu'il faut et tout ça. Par contre, il y a un projet d'une association de paysans de la Seine-et-Marne qui veulent refaire pousser des blés anciens et qui sont venus nous contacter, enfin qu'on a renvoyé au maire puisque le moulin appartient à la commune, pour voir avec lui s'il était d'accord, pour remettre le moulin aux normes sanitaires de maintenant. Donc il y a un gros devis qui a été fait pour faire ça. Et éventuellement, si ça se décante, mais c'est mal parti déjà parce que ça a commencé juste avant les premières périodes de confinement. Donc ça fait 2 ans que ça c'est pour parler. Et normalement, le maire est d'accord et il y a un vite fait, mais bon, il y en a plus de 40 quelques mille euros pour mettre ça aux normes. Et là, après, il y aura de la farine à vendre fabriquée dans le moulin. Et celle qui est fabriquée à l'heure actuelle, là, on ne l'exploite pas, ça part à un voisin qui a du goût. Qu'est-ce qu'ils demandent comme norme sanitaire? Il faut mettre de l'inox partout, à l'intérieur. Partout, en l'occurrence à l'intérieur autour de la meule, là, il faudra tout remplir avec des plaques d'inox. Les descentes de conduits aussi, qu'il y ait le moins d'insectes qui puissent s'installer dedans, de bêtes, des souris s'il y en a qui vont, qui ne puissent pas y aller facilement. Pour en savoir plus sur ce projet, je vais rencontrer le maire de Montfermeil, monsieur Xavier Lemoine, qui a accepté mon interview. Covid oblige, c'est en visioconférence que monsieur le maire répondra à mes questions. Bonjour monsieur le maire, merci infiniment d'avoir accepté cette interview pour Reportage TV, la chaîne YouTube du savoir et de la découverte. Afin de faire découvrir aux internautes le moulin de Montfermeil, j'y suis allé le 11 avril dernier. J'y ai réalisé un reportage. J'en ai appris énormément sur ce moulin, mais j'ai su aussi que ce moulin ne pouvait pas exploiter la farine car il n'est pas aux normes sanitaires. Le moulin appartenant à la commune, je voulais donc savoir votre point de vue sur la mise aux normes du moulin. Quelles seraient vos motivations de la mairie pour approuver ou pas ce projet ? Alors d'abord, rappelez que s'il n'est pas aux normes sanitaires, ça n'empêche pas de moudre déjà, mais sur de très petites quantités qui sont écoulées de manière, on va dire, artisanale, puisqu'elles n'ont, c'est plus le folklore, on va dire, qu'un usage commercial et donc avec des normes sanitaires particulières. Acte 1. Néanmoins, lorsqu'il a été reconstruit il y a maintenant plus de 20 ans, il a été reconstruit de telle manière à ce qu'il puisse fonctionner comme s'il devait avoir le même usage qu'autrefois, donc pour la subsistance des populations. Ça fait 20 ans que cette association qui vous a reçu anime ce moulin. Différents présidents se sont succédés, différentes personnes avec de grandes compétences dans cet environnement particulier et passionnant se sont succédés. Et on s'est contenté de cela. Alors, il y a depuis peu des nouvelles pratiques, on va dire gastronomiques, alimentaires, comme le brassage de la bière dans nos villes. Il y a également des chaînes maintenant de boulangeries qui font des pains spéciaux à partir de farine, de vieilles semences et sur des procédés très, très traditionnels. Et donc, c'est la convergence de l'existence de ce moulin, de l'infrastructure qui est quasiment faite, qui est faite pour ça, à part quelques aspects, de cette association qui pourrait voir le rayonnement et l'utilité du moulin croître, et pour nous aussi, et puis ces céréaliers qui sont pas très loin de Montfermeil, en Seine-et-Marne, et qui trouveraient là un lieu très proche entre leur champ de production et la capitale, où ces chaînes de boulangerie existent, et donc en s'arrêtant à Montfermeil pour moudre. Donc il y avait une conjonction de circonstances qui se prêtaient à cette prise de décision. Il y a à peu près 60 000 ou 80 000 euros, je dirais, de mise aux normes sur ce moulin, enfin mise aux normes, oui, enfin, qu'on puisse être aux normes sanitaires et agréés pour cela.
Et c'est la décision que l'on a prise. Par ailleurs, la ville de Montfermeil s'engage très fortement sur l'agriculture urbaine. La permaculture et l'apiculture sont déjà des choses très anciennes sur Montfermeil. Donc, on étoffe, on va dire, toute cette gamme d'actions et de manières de vivre et de s'approprier, de se rapprocher de la nature, quitte à faire revivre d'anciennes pratiques, d'anciennes techniques, d'anciennes semences qui ont, je dirais, toutes leurs qualités gastronomiques et de santé. Voilà. Quelles seraient les retombées positives pour la ville d'approuver ce projet? Les retombées positives, c'est qu'il y a 20 ans, la ville a fait un certain investissement, donc je dirais sur le loisir, sur la découverte, comme vous nommez fort à propos. Et là, on pourrait aller sur un tournant professionnel. Voilà. Et puis, je pense que dans les boulangeries de Paris où cette farine sera utilisée ou se vendra, eh bien, il y aura l'adresse du champ et du céréalier, mais je pense qu'il y aura aussi l'adresse du moulin. Et donc, je pense que c'est pour la notoriété du moulin, d'autant que vous avez vu à côté les immenses travaux du parc de Chelles, le parc du Sampin, 40 hectares de parc qui sont en train de se construire juste à côté de notre moulin. Et donc, ça sera, me semble-t-il, de ce fait-là, par cette notoriété et cet usage et cet intérêt réel, eh bien, à mon avis, un lieu de promenade qui sera encore plus couru qu'il ne l'est aujourd'hui. La crise sanitaire a-t-elle abandonné ou interrompu ce projet, ou bien malgré le Covid, le projet continue-t-il d'avancer? Parce que le meunier nous a dit qu'ils avaient proposé ce projet au début du premier confinement. Il ne vous aura pas échappé, un, que nous étions il y a un an encore en élection municipale, deux, que le Covid a perturbé un certain nombre de choses, notamment celle-ci, trois, il se trouve qu'il a fallu que je change. Enfin, c'était annoncé, puisque c'était un départ à la retraite de mon directeur des services techniques, etc. etc. Donc, on aurait pu être plus rapide, j'en conviens. La Covid n'a rien arrangé par ailleurs, mais la décision est prise, elle est irrévocable et elle est sur le point, je dirais, de prendre effet dès lors que les travaux seront faits. Vous avez une idée de quand pourraient commencer les travaux? Je reste très prudent parce que d'abord, on est sur des technologies anciennes, donc il faut être sûr de trouver les bons artisans qui feront ces mises aux normes, même si j'en connais le contour exact. Voilà, donc tant que c'est pas fait, je reste prudent. J'ai trop de retard sur les chantiers, trop l'expérience du retard sur les chantiers pour me risquer à une date à ce stade. Voilà. Le moulin appartenant à la municipalité, est-ce que c'est la ville qui financera ces travaux? Est-ce que vous allez avoir des subventions, des partenaires pour cela? Alors, il y aura, à chaque fois qu'il y a un projet, si je peux le faire subventionner, j'essaie de le faire subventionner. Donc là, ce sont mes services qui s'occupent de cela. Deuxièmement, le fait de moudre vaudra sans doute une redevance au profit du moulin et de la ville. Donc, entre les subventions demandées et puis les redevances perçues, je pense qu'il n'y a pas de souci de financement. Et quoi qu'il en soit, de toute manière, c'est un vrai plus pour le moulin, c'est un vrai plus pour la ville et ça viendra, je dirais, consolider l'écosystème autour de l'agriculture urbaine que nous sommes en train de constituer en mettant à disposition des terrains, des vergers, des vignes, etc. Est-ce que vous savez le temps de travaux que cela nécessiterait pour effectuer cette mise aux normes? Ce n'est pas le délai. Enfin, c'est, à mon avis, vu les sommes en jeu, c'est plus. Il n'y a pas de grosses œuvres à proprement parler, ce n'est pas de très gros travaux. C'est une partie de l'appareillage qu'il faut effectivement mettre aux normes de sécurité et sanitaire. Je ne sais pas, il y a peut-être 1 mois et demi ou 2 mois de travaux. Je reste prudent, mais vu les sommes en jeu, c'est bien ce que ça peut prendre au maximum. C'est ce que nous a dit le meunier, qu'il fallait mettre de l'inox partout. Bon, ce qui, très honnêtement, au regard du caractère historique du moulin, puisqu'il a été refait à l'intérieur avec les mêmes matériaux et les mêmes techniques qu'au temps de Louis XIV, à la création de ce moulin. Donc, il ne faut pas… Alors, effectivement, là, on va passer un seuil avec les contraintes de la modernité, et l'inox en fait partie, et c'est un matériau très utile, j'en conviens, mais ça détonnera un petit peu. Et vous l'avez vous-même visité, ce moulin, il est typique, il est dans son jus d'époque, on va dire,
même s'il a été reconstitué, mais reconstitué avec les matériaux et les techniques de… Bon, voilà, donc ça va faire un peu… Mais c'est la vie et c'est une bonne raison pour lui d'acquérir d'autres lettres de noblesse. Souhaitez-vous que cette farine soit vendue seulement au moulin ou serait-elle aussi vendue dans les supermarchés que fréquente la population locale? J'ignore les quantités. J'ai cru comprendre qu'il y avait une montée en puissance de ces boulangeries spécifiques sur les grandes villes, sur la métropole parisienne, pour ne pas rester uniquement sur le périmètre de la ville de Paris. Si déjà cette production est absorbée par les professionnels, c'est une bonne chose. S'il y a des surplus, je pense qu'il y aura, pour ceux qui viendront, une possibilité sans doute d'en acheter. En tout cas, je pense que la demande va très rapidement émerger. De là, aller ravitailler les supermarchés de la région parisienne, il faudrait peut-être davantage de moulins ou plus de vent. Donc cette farine serait réservée davantage aux professionnels qu'à la population. Oui, puisque c'est une filière de céréaliers qui, eux, ont leur débouché assuré par ces boulangers. Donc c'est dans cette filière-là qu'on se glisse. Est-ce qu'il y aura des produits dérivés ou en tout cas d'autres cibles? Si les quantités le permettent, pourquoi pas, mais ce n'est pas a priori la volonté première. Est-ce que la commune pense retirer un objectif économique de ce projet? Je ne suis pas là pour gagner de l'argent, je ne suis pas là non plus pour en perdre. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, entre les subventions, même si c'est de l'argent public, j'en conviens, la redevance, là pour le coup, qui participe à l'économie globale de la filière. Il n'y a pas de raison que la ville de Montfermeil subventionne les boulangeries particulières de la ville de Paris. Enfin, ça, c'est sûr. Donc, il faut que ce soit équilibré pour la ville. Elle n'a pas à favoriser de cette manière-là une filière particulière. Les retombées que j'en attends, elles sont davantage la satisfaction de savoir qu'on a un patrimoine qui sert. C'est le cahier des charges que j'ai donné à mes services. Voilà. Par rapport à l'entretien du moulin, à l'usure du moulin, puisque c'est pas pareil de le faire tourner, je dirais, une fois tous les week-ends, et là d'avoir à chaque fois qu'il y a du vent, voilà. Bon, donc ça, c'est normal que ce soit équilibré, il n'y a pas de raison qu'on subventionne. En tout cas, les retombées que j'attends, c'est plus des retombées de notoriété, d'intérêt culturel, pédagogique et autres. Bon, et donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Le site est remarquable, il le sera encore bien davantage dans quelques années avec ces 40 hectares supplémentaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, pour la ville de Montfermeil, ce sont aussi, en termes d'attractivité, de notoriété, des choses intéressantes grâce à cela. Malgré que le moulin appartienne à la commune, est-ce que l'association de sauvegarde du moulin de Montfermeil aurait des droits sur la vente de cette farine, étant donné qu'elle s'occupe du moulin? Et si oui, lesquels? Il n'y a pas juridiquement de droit à donner, puisque déjà l'association a une convention avec la commune qui reste propriétaire. Donc, on révisera la convention pour que la cohabitation entre l'usage professionnel vers laquelle on s'achemine et, je dirais, cette animation qu'il porte depuis 20 ans avec beaucoup de professionnalisme, de dévouement et de disponibilité, eh bien, ne soit pas abîmée et en ressorte plutôt plus fort et plus visible. Voilà, donc il y aura une renégociation, mais il n'y a pas, elle ne peut pas se prévaloir d'une possibilité d'avoir une part sur ce qui sera produit. De toute façon, pas plus que moi, puisque c'est un professionnel qui viendra acheter la céréale à ceux qui l'ont produite et qui ensuite vendra la farine. Est-ce que cela veut dire que lorsque les travaux seront rentabilisés, tous les bénéfices de la farine reviendront à la commune? Je ne dis pas qu'il ne s'agit pas de bénéfices. Enfin, qu'on soit clair. Vous avez des céréaliers et vous avez des boulangers. Bien. Donc, à un moment donné, il y a une transformation des céréales en farine. Il y a besoin d'un moulin. OK. On accepte que ce soit ce moulin-là qui serve à cela. Ça engage des frais d'entretien, des frais d'investissement, etc. Bon, il faut que ceci soit porté par la filière qui a été créée entre les céréaliers et les boulangers qui achètent cette farine, puisqu'il n'y a pas de raison que ce soit la ville qui subventionne. Bon, déjà, si on équilibre comme ça la filière, on sera content. Si je m'aperçois que l'ensemble de la filière fait des profits considérables
sans que la ville qui met à disposition son moulin n'en tire profit, il faudra rééquilibrer la discussion. Je peux pas mieux dire. Enfin, et si ce projet est réalisé, est-ce que vous avez prévu des moyens de communication pour faire connaître ce moulin? Parce que, sauf erreur de ma part, je me suis rendu compte que ce moulin n'était au final pas si connu de la population locale. Alors, il est connu des amoureux, des spécialistes qui savent parfaitement où aller sur Internet quand on est à la recherche d'un moulin. Ça, j'ai pas de souci. La communication, effectivement, en sera facilitée. Parce que déjà, l'agriculture urbaine a aussi son propre public. Donc là, on touchera par cela. Et puis, on fera sans doute ce qu'il faut pour mettre cette initiative davantage en valeur. Voilà. Merci. Nous arrivons à la fin de cette interview. Merci encore de l'avoir accepté pour éclairer nos internautes sur ce projet. Merci à vous d'être toujours là à écouter ce reportage et je vous emmène à présent visiter la maison du meunier située juste à côté. Pour des raisons techniques et sanitaires, je n'ai pas eu l'occasion d'y réaliser beaucoup de plans, mais je vous recommande d'aller visiter ce moulin ainsi que la maison du meunier et de les découvrir plus amplement. Allons-y, c'est parti. Nous sommes ici dans la maison du meunier. Celle-ci n'est pas d'origine, elle a été inaugurée le 8 mai 2002 et construite dans le début des années 2000. Ce reportage est maintenant terminé. Un grand merci au Moulin de Montfermeil pour leur accueil. Si ce reportage vous a plu, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à partager cette vidéo sans modération. Pour ne manquer aucune vidéo et faire prospérer la chaîne, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner en activant les notifications. On se retrouve très bientôt pour un prochain reportage. Ciao!